Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, j'espère que vous avez la traduction simultanée en néerlandais. Hop, je partage mon écran. Et c'est parti. Du coup, on est parti pour une quarantaine de slides que vous allez voir et après une petite petite séance de questions-réponses. Voilà, pratiquement, j'ai une formation d'architecte à la base. J'ai travaillé un tout petit peu dans un service urbanisme et me voilà depuis près de 4 ans chez les pompiers de Bruxelles. Et donc, j'ai un peu la multicasquette. Je suis moi-même d'ailleurs aussi propriétaire d'un bâtiment qui a été mis en transformation, rénovation. Et donc voilà, je suis un peu passé partout. Donc, division de maison unifamiliale en plusieurs logements, transformation de combles en studio, rez-de-chaussée commercial dans un logement qui implique des petits travaux. On va pouvoir un peu brosser tout ce qui est d'un point de vue exigence, tout ce qui est demandé généralement par un service pour des transformations et tout ce qui se fait un peu dans du plus concret. Je sais qu'il y a des questions récurrentes qui reviennent, je vais essayer d'y répondre pendant, pendant ma conférence, mais sinon n'hésitez pas à poser vos questions. On est parti. Alors, une petite introduction, quelques notions d'incendie et de feu, évacuation, compartimentage, exigence en rénovation et une conclusion. Alors, la le gros objectif, pardon, de notre service, c'est de pouvoir assurer l'évacuation des occupants et du coup l'entrée aussi des services incendie dans le bâtiment en cas de pépin et le compartimentage, ce qui va nous permettre, en gros, on va revenir sur cette notion importante du compartimentage, mais c'est de vraiment bien scinder les différents morceaux d'un immeuble. Et donc voilà, comme vous le voyez, évacuation et compartimentage, c'est vraiment les deux piliers de la sécurité incendie dans la construction de bâtiments neufs et transformation de bâtiments existants. Une petite notion pour commencer, c'est le triangle du feu. Donc ça dit peut-être quelque chose à certains et c'est peut-être une découverte pour d'autres, mais pour faire du feu, il faut bien trois choses. Un combustible, donc on va dire ici vous avez le carburant, ça peut être du papier, ça peut être du carton, ça peut être une bougie, ça peut être voilà, des choses qui brûlent. Il faut de l'oxygène qui est présent dans l'air à 21% pour pouvoir alimenter ce feu et évidemment il faut aussi de l'énergie. Donc vous avez ici les trois composants, combustible, comburant, énergie. Ce triangle du feu cherche en permanence à s'équilibrer. Et donc qu'est-ce qui se passe dans un cas très très concret ici? Vous avez la bougie, le combustible, vous avez la flamme du briquet qui est venu l'allumer, qui est la chaleur, et vous avez l'air qui est dans la pièce. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait le test de retourner un verre au-dessus d'une bougie, une petite bougie allumée, vous allez voir qu'elle va vite manquer d'air, d'oxygène qui est dans l'air, en fait, et va s'éteindre. L'effet inverse aussi se produit quand vous amenez trop d'air. Donc vous allez souffler très très fort dessus, vous allez déséquilibrer très très fort ce triangle du feu, augmenter un peu trop le comburant et elle va s'éteindre. Donc voilà, l'idée c'est que ce triangle du feu s'équilibre en permanence. Une autre notion qui est un peu plus ici législative, c'est en gros un arrêté royal du 7 juillet 1994 qui a été plusieurs fois modifié dans des versions ultérieures, dont une très importante en 2012 et une assez récente là en 2017 qui précise encore et qui fige encore certaines choses et qui s'applique, comme vous le voyez ici en gras, essentiellement et strictement aux constructions neuves. Elle ne s'applique qu'aux constructions neuves. Maintenant, c'est un peu, si vous voulez, la base référentielle euh, légale de construction de bâtiments vis-à-vis de l'incendie. Et donc, nous, on s'en inspire. Donc, c'est ce que vous pouvez lire ici par la suite. On s'appuie avec des lignes de conduite en interne, des expériences de terrain et aussi cette base réglementaire de construction de nouveaux bâtiments pour imposer des choses dans le cadre de transformation. Et donc, voilà, en rénovation, les normes de base qui s'appellent normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion ne s'appliquent dans la transformation qu'en termes d'inspiration, on va chercher là-bas. Une autre notion qui est assez importante, c'est que les exigences dans ces normes de base qui sont précisées et qui sont du coup reprises du coup en transformation dépendent très très fort de la hauteur du bâtiment. Donc la hauteur du bâtiment, elle est mesurée entre le niveau le plus bas accessible au camion-pompier et le dernier plancher accessible de l'immeuble. Donc on va prendre dans une rue en pente la partie de la façade qui est la plus basse, qui correspond ici aux roues du camion. Ça, c'est le 0, si vous voulez. Et le dernier niveau mesuré est ici. Donc, si on se retrouve là,
à 9,80 m, on est dans un bâtiment bas. Si on se retrouve ici à environ 12,50 m, on est dans un bâtiment moyen. Et vous l'avez compris, quand on est au-delà de 25 mètres, on est dans un bâtiment élevé. Ces trois hauteurs de bâtiments sont des nuances importantes parce que on estime que dans la première des situations, un bâtiment bas, on peut facilement agir avec des échelles dépliables qui sont sur nos camions et pas forcément une échelle, une auto-échelle, donc celle que vous voyez classiquement qui se déploie mécanique et qui vient se présenter en façade et qui se présente jusqu'à une hauteur de 25 mètres. D'où la notion ici de se dire, tiens, on a la possibilité de venir évacuer des personnes jusqu'au dernier niveau, qui est ces fameux 25 mètres, où on peut venir chercher des gens en façade. Au-delà de ça, l'échelle ne va plus. Et donc, dans des bâtiments élevés, on cherche généralement à avoir 2 cages d'escalier pour pouvoir assurer à chacun la possibilité de sortir. Alors, un petit sondage, je les cherche. Je vous lance là-dedans. À votre avis, quelle est la température au plafond dans une pièce en incendie? Est-ce qu'on est de l'ordre de 500 degrés, de 700 degrés, de 1000 degrés? Ça avance, je vois qu'on est déjà 70% à avoir répondu. Évidemment, dans un incendie, ça se stratifie un petit peu. Vous savez que la chaleur monte et donc il est plus chaud à ras du plafond que au ras du sol. Maintenant, voilà, c'est une atmosphère qui quand même est assez répartie. Voilà, on va s'arrêter ici. 3, 2, 1, et vous êtes 51% à avoir répondu 1000 degrés. Et vous avez raison, on est dans cet ordre-là. On va parfois au-dessus, on est parfois un peu en dessous, mais c'est de l'ordre de 1000 degrés. Voilà, hop, on continue. On parlait d'évacuation et d'arrivée des secours. C'est vraiment l'objectif numéro un des pompiers chez nous, c'est de se dire, tiens, quand on n'a pas la possibilité d'utiliser la cage d'escalier parce qu'elle est dans l'état, vous voyez ici l'image du dessus, des fumées, des flammes, beaucoup de chaleur, de la toxicité aussi très très importante. C'est surtout ça qui est le pépin dans l'évacuation. C'est pas tellement la chaleur ou les flammes, c'est plutôt la toxicité des fumées qui fait que notre évacuation par une cage d'escalier en fumée est la plus dangereuse. Et donc on assure en permanence 2 moyens d'évacuation. C'est de se dire, on a la première qui est la cage d'escalier dans laquelle vous rentrez et vous sortez du bâtiment au quotidien. Et la deuxième qui est venir vous rechercher en façade. Donc vous voyez ici des collègues à moi potentiellement venir chercher des gens sur les fenêtres. Et donc voilà, pour rappel, ça n'est possible que jusqu'à une hauteur de 25 mètres. Et donc du coup, ça doit se faire face avant, façade accessible en tout cas depuis la République ou à nos camions, donc dans des bâtiments qui ont plusieurs façades et dans lesquels on sait rentrer à l'intérieur d'îlots, c'est possible de pouvoir évacuer à l'arrière. Je pense à des hôpitaux, à des maisons de repos, des choses comme ça. Vous avez plus facilement des bâtiments qui sont isolés et pas mitoyens. Donc voilà, une fenêtre en façade avant. D'autres choses qui sont du coup à garder à l'œil, c'est quand on aménage des combles, on se retrouve généralement avec l'envie de faire un studio ou un appartement complet entièrement sous les combles. Il faut savoir que la lucarne que vous voyez ici doit pour nous rester bien accessible. Et donc on part du principe qu'il faut au minimum 1 mètre carré pour pouvoir évacuer la personne, sachant que c'est la personne qui doit en soi normalement s'auto-évacuer. Elle doit venir se présenter à cette fenêtre et grimper dans la nacelle. C'est plus rarement les pompiers qui rentrent dans le bâtiment pour aller chercher la personne. L'idée, c'est de pouvoir garantir que la personne puisse venir se présenter elle-même en façade. Et donc, pour que oui, cette échelle ici soit déployée correctement et qu'elle puisse accéder à cette fenêtre, la face avant de cette lucarne, donc là, l'endroit où vous avez les fenêtres qui se referment, ne peut pas se retrouver avec un recul de plus de 1 mètre par rapport au niveau de la façade et à une hauteur maximum de 1,10 m pour que les gens puissent grimper en fait juste sur ce seuil de fenêtre et accéder à la façade. Quand c'est pas possible d'avoir ce mètre 10, il est parfois possible d'aménager quelque chose de lourd et solide, style une banquette en bois, un élément de décoration ou un élément structurel intérieur qui permet de grimper, style un plan de travail de cuisine, de pouvoir grimper à ce niveau-là.
mais vous ne pouvez pas vous retrouver dans un salon avec une lucarne qui est comme ça à 2 mètres et pas possible de s'y présenter. Voilà, quand c'est des Velux, il faut qu'ils soient pivotants et projetants afin de pouvoir vraiment dégager ce mètre carré et ces 80 centimètres qu'on exige au minimum par rapport à la largeur. Voilà. Quand on est dans des situations plus exceptionnelles, comme vous le voyez ici, escalier extérieur accessible, une terrasse d'attente, mais là, on est vraiment dans du cas par cas et donc c'est étudié de situation en situation, de bâtiment à bâtiment. On peut difficilement faire des généralités là-dessus. Mais donc voilà, pour certaines affectations qui sont rarement du logement, on tolère qu'il y ait une zone d'attente dans laquelle on peut venir chercher éventuellement, par exemple, des élèves d'une classe qui auraient pu évacuer sur une toiture plate un peu plus loin. Mais voilà, ça c'est vraiment du cas par cas. Largeur des couloirs, 80 centimètres au minimum. C'est pour vous permettre de passer confortablement et pour nous permettre de vous croiser. L'idée, c'est que quand des gens descendent dans une cage d'escalier, on doit pouvoir éventuellement avoir un pompier qui les croise et qui va dans l'autre sens. Et il faut savoir qu'on a entre 15 et 20 kilos là sur le dos quand on vient intervenir dans un bâtiment, plus la lance, plus une série de choses qu'on transporte avec nous. Et donc, il y a vraiment la nécessité d'avoir ces 80 centimètres dans le cas de transformation. Alors, on est dans un bâtiment existant. Parfois, si vous vous retrouvez avec 78 centimètres, on ne chipotera pas. Mais voilà, on doit être de l'ordre de nouveaux escaliers aménagés de 80 centimètres. Voilà. Donc, comme je vous le disais, objectif évacuation autonome. Les différents occupants de l'immeuble doivent pouvoir permettre de sortir au plus vite et nous, on doit pouvoir rentrer au plus vite aussi. Compartimentage, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot un peu barbare, c'est d'éviter ce que vous voyez sur l'image là, c'est-à-dire qu'un foyer ici puisse prendre dans la cage d'escalier, rentrer dans un autre appartement, éventuellement passer par une baie en façade d'avant et rentrer encore dans un autre immeuble, dans une autre partie de l'immeuble ou un immeuble voisin en fait, hein, même ça c'est important aussi. Donc voilà, le compartimentage, pourquoi compartimenter? Ben, c'est tout simplement pour éviter la propagation de l'incendie dans les locaux ou les bâtiments voisins. Comment est-ce qu'on fait ça? On place des parois, sol, mur, plafond, porte coupe-feu, qui sont généralement du coup avec des choses qui sont peu combustibles, de la maçonnerie, donc un mur de briques, on va avoir des petits détails. Panneau de gypse, donc le gypse c'est le mot scientifique du plâtre hein, et du silicate de calcium. Voilà, des portes coupe-feu qui sont vraiment bien attention, toutes testées et certifiées. On bricole pas avec ça. Dans la réglementation dont je vous parlais en tout début, on a perdu le RF belge, l'ancien RF qu'on connaît bien, et on parle maintenant en valeur R, E et I. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces trois lettres qui sont un peu barbares, dont les gens ont un peu du mal maintenant à s'habituer? On va changer un peu la nomenclature, on reste encore un peu dans ce RF, mais il faut essayer de se forcer à en sortir. Donc le R, ici, est vraiment la résistance, la capacité portante d'un élément. Donc une colonne en béton est R. Le E, c'est vraiment l'étanchéité aux flammes. On n'a plus du coup là de critères qui concernent de la résistance et de la capacité. Et le I, c'est l'isolation thermique. Donc par exemple, typiquement, une porte est E et I, mais n'est pas R parce qu'elle ne porte rien, entre guillemets, d'un point de vue stabilité. Elle se porte juste elle-même parce qu'elle s'ouvre et elle se ferme. Sans la porte dans la cloison tient toujours. Donc voilà, on distingue notamment vraiment, comme vous le voyez ici, la valeur R qui est porteur et EII qui est vraiment le pouvoir séparant entre deux atmosphères. Des petits schémas pour expliquer tout ça. Voilà, voilà. Quelques exemples. Un ancien mur porteur RF1 maintenant s'appelle R60 parce qu'il est juste porteur. S'il n'est pas porteur, il devient juste EI, mais il peut être aussi, comme vous voyez, un plancher qui était RF2 qui était et séparant et porteur, devient REI 120 pour les 2 heures, 120 minutes. Les critères sont chaque fois exprimés ici en minutes. En Belgique, parce que du coup, comme ces exigences sont européennes et elles ont été généralisées dans toute l'Europe, nous, on a décidé de fonctionner avec du 30, 60, 120 et parfois plus exceptionnellement avec du 240, par exemple, certains éléments dans les sous-sols des bâtiments élevés, donc au-dessus de 25 mètres depuis le niveau de la rue. Et donc pour les portes, qui étaient des portes RF1 ou RF1 demi-heure, on fonctionne très très souvent maintenant avec des portes qui sont EI 1, 30, et donc ce petit 1 a l'air de rien, mais il faut faire attention, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Voilà.
On prend un petit exemple pour que ça vous parle un peu plus. Bâtiment mitoyen classique bruxellois, gabarit, sous-sol, plus rez-de-chaussée, plus 2 étages, plus les combles. Donc vous avez vraiment voilà, sous-sol, rez, 2 niveaux et les combles. C'est construit dans les années 50, une grande maison unifamiliale qui, au fil du temps, parce que les besoins de Bruxelles ont évolué, s'est transformé en autre chose. On a fait une nouvelle façade, on a rajouté des Velux en toiture, on a commencé à diviser à l'intérieur. Et donc, voilà, la construction est réaffectée, différents locaux techniques. On a ici un rez-de-chaussée avec l'entrée, vous voyez le hall ici et le sous-sol, donc vous voyez grisé ici en vert. Donc toute la partie verte là, c'est vraiment la cage d'escalier et la circulation qui est symbolisée. Un sous-sol qu'on a affecté avec une chaufferie commune, un local compteur de gaz et d'électricité et un local de compteur d'eau, adoucisseur. Éventuellement, là, il y a aussi une cave privative ou une deuxième cave privative s'il y a 2 logements dedans. Voilà, c'est généralement dans ces espaces-là où il n'y a pas de lumière et peu de ventilation qu'on retrouve les locaux plus techniques. Ce à quoi on ajoute un rez-de-chaussée affecté en un appartement 2 chambres maintenant. Un premier étage, on a un appartement 2 chambres. Et un deuxième et comble qui est devenu un duplex 3 chambres. Et donc vous avez cette ancienne maison unifamiliale qui est devenue maintenant, vous le voyez bien avec les couleurs, un sous-sol commun, 3 entités privatives et une cage d'escalier avec un hall ici en vert. La maison bruxelloise, un peu typique, est généralement un bâtiment bas. Se présente un peu comme ce que vous avez vu juste avant, rez-de-chaussée plus 2, rez-de-chaussée plus 3. On reste dans quelque chose dans lequel le dernier niveau accessible est à maximum ou en deçà des 10 mètres depuis le niveau de la rue. Et donc, parfois, l'occupation ou le changement d'affectation, la transformation, le fait d'aménager les combles, le fait de faire une petite construction, de recommencer la toiture, de rajouter un deuxième niveau dans un duplex, de faire des petites transformations pour un peu gonfler le bâtiment, le fait passer à ce moment-là en un bâtiment moyen. Parce que le dernier niveau accessible, par exemple, d'une mezzanine dans le duplex, donc je reviens en arrière, vous avez ici dans ce duplex une mezzanine, et donc le niveau là où vous voyez la flèche de ma souris est à plus de 10 mètres maintenant du niveau du trottoir et de la voirie, en fait, c'est vraiment laquelle zéro. Donc, on se retrouve dans un bâtiment bas qui est devenu un bâtiment moyen. Les exigences, comme je vous le disais, en bâtiment neuf pour un bâtiment bas et un bâtiment moyen sont pas les mêmes et donc sont plus strictes pour les bâtiments moyens. Et on se retrouve, nous, là, du coup, avec une situation où on analyse un bâtiment qui, entre guillemets, a été construit comme un bâtiment bas et qui devient, dans sa transformation, un bâtiment moyen. Alors, sur quoi on s'appuie en disant, tiens, on va demander tel genre de séparation, tel genre de compartimentage. C'est un peu délicat parce qu'on est vraiment à la frontière entre les deux d'un bâtiment construit bas mais transformé en moyen. Donc voilà, on considère, nous, que dans une cage d'escalier, qui est généralement l'ancienne cage d'escalier de la maison mitoyenne, de la maison unifamiliale, pardon, il y avait des murs de briques et une série de portes qui donnaient sur cette cage d'escalier. Les murs de briques, s'ils sont en bon état, peuvent être considérés encore maintenant comme du REI 60, même s'ils n'ont pas passé les tests rigoureusement. On sait que une brique maçonnée dans un bâtiment existant, bien rejointoyé, est REI 60. Donc voilà, attention, pas de fragilité. S'il y avait une ancienne porte, une ancienne baie ou une série de prises qui étaient installées dans ce mur et qui s'est refermé, ça doit être fait proprement pour pouvoir donc du coup conserver toutes ces qualités séparantes. Donc voilà, vous voyez ici toute fermeture de baie dans ces murs, comme les anciennes portes, sont obtirées pour obtenir la même résistance au feu. REI 60 ici en l'occurrence, parce qu'on demande vraiment à ce que la séparation entre la cage d'escalier et le hall que vous avez vu en vert dans l'exemple précédent et le reste des entités soit de 60 minutes. L'aménagement d'un duplex dans le dernier niveau privatise souvent la cage d'escalier à son sommet. Et donc vous avez ici classiquement, vous devinez là l'ancien palier des derniers niveaux et où on a la création ici d'un duplex qui rentre, qui devient en gros une circulation privative entre les 2 niveaux du duplex. Donc là, on l'a déjà privatisé dans la partie basse. On a déjà récupéré l'intérieur du logement depuis ici le seuil de porte. Parfois, ça se fait sur le palier supplémentaire. Mais donc, l'idée là, c'est qu'on condamne la suite et fin de l'escalier pour pouvoir faire la circulation au sein même du duplex. Là, du coup, on crée des parois ici qui referment complètement la cage d'escalier, qui sont
EI60, donc pas forcément porteuse parce que ça portait déjà avant sans ça, hein, c'est vraiment juste des parois qui sont séparantes, qui sont donc du coup de 60 minutes, et avec une porte ici qui va être une porte coupe-feu EI1 30. Attention au limon, donc l'escalier, donc le limon c'est la partie ici qui tient toutes les marches, et la main courante, parce qu'à ce niveau-là, il faut une séparation aussi, il faut quelque chose qui soit costaud, solide. Généralement, on interrompt à cet endroit-là la main courante pour pouvoir y mettre autre chose. Voilà, c'est important que cette rupture se fasse à cet endroit-là. Un petit exemple de ce qu'on peut faire en paroi dans ce que vous avez vu avant, donc juste ici la partie rose là. Ça peut être fait avec un panneau de silicate de calcium et un panneau de gypse. On est dans du EI60, classiquement une structure en bois avec, vous voyez en jaune ici l'isolant, et une plaque qui est apposée de part et d'autre. Quand on est en silicate de calcium, sans citer la marque, il y a très très souvent la possibilité d'avoir du 60 minutes avec juste une seule plaque d'un seul côté. On peut avoir donc du coup en doublant ces plaques 120 minutes, donc 2 heures. Maintenant, quand on est dans du plâtre, donc du gypse pour 15 mm, ces fameux plaques roses bien connues dont je ne citerai pas la marque, mais vous êtes à 30 minutes par épaisseur, et donc le complexe ici fait I 60 minutes. La variante avec du bois et des metal studs. Je regarde un peu où on en est dans le chrono. Hop, pour... Super. On a parfois du coup la situation qui se présente entre des logements, où on doit avoir 60 minutes, où on doit avoir 30 minutes, ça dépend un peu de ce qu'on met en dessous et de quelles sont les exigences de hauteur de bâtiment, d'affectation. Et vous vous retrouvez ici avec un 60 minutes pour des bâtiments moyens de manière générale et un 30 minutes qui nous suffisent pour des bâtiments existants. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on a un faux plafond ou un plafond existant qui est un peu abîmé, qui est un peu fissuré? C'est délicat là pour nous d'aller dire tiens, ça tient, ça tient pas. D'un cas à l'autre et de retour d'expérience, ça peut tenir jusqu'à 20 minutes, parfois 25 minutes. C'est généralement moins. Il y a des moulures sur les côtés qui protègent un peu mieux, mais qui sont parfois du coup plus fragilisées aussi et qui tombent toutes seules. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de ces transformations-là? Ça dépend un peu de ce qui est demandé, de quel est le caractère patrimonial, mais ça, on va y revenir juste après. Donc voilà, la solution dans l'autre sens, vous avez ici les plaques qui font EI30 ou EI60 sous la structure portante du plancher que vous devez initier en coupe. Donc vous avez le mur mitoyen, on va dire, la partie en bois qui tient la protection et le plancher. Alors, peut-être juste un tout petit mot au modérateur, parce que je vois qu'il y a des petites questions qui fusent. En fait, je vois des petits pop-up à clignoter quand il y a des questions qui sont posées. S'il y a quelque chose d'important qui est mal compris, vous pouvez m'interrompre, ça ne me dérange pas du tout. Sinon, si c'est des questions, on y reviendra peut-être juste à la fin. Alors, que fait-on dans le cadre de plafonds qui sont moulurés et dont on veut préserver absolument les qualités patrimoniales? Donc vous voyez ici, c'est par en dessous, hein, donc c'est ce détail de frise là, etc. C'est ce que vous pouvez deviner par en dessous. Là, on a une vue sur au-dessus du plancher. Et donc, il existe la possibilité de pouvoir, en enlevant tout le plancher ici, venir poser une petite cornière métallique avec une partie ici qui est travaillé aussi et spécifié dans la fiche technique du matériau, et de venir poser ce panneau de silicate de calcium là comme ça, avec une isolation par au-dessus. On a en gros pas du tout touché à là où passe le curseur de ma souris. Donc toute la partie du plafond existant en dessous n'a pas été du tout touchée. On est intervenu essentiellement par au-dessus. Alors, ça c'est possible évidemment quand tous les éléments porteurs ici sont idéalement bien parallèles, sans des entretoises, des câbles qui filent dans tous les sens, etc. Ça devient plus compliqué quand c'est à faire, et c'est généralement à faire du coup un peu du bricolage du cas par cas, parce que le bâtiment n'a pas été fait de manière tout à fait rectiligne orthogonale. Avec les moyens du bord des années 50, on a fait un peu comme on a pu. Ça a parfois un peu bougé. Donc voilà, il y a des choses à faire, et ce genre de situation et ce genre de solution proposée est clairement plus cher que celle que vous avez vue dans l'exemple d'avant, parce qu'on intervient tout plus facilement en faisant sauter une partie du plafond existant qui est déjà
qui est déjà un peu abîmée ou lézardée, et on peut la remettre des plaques ici tout simplement. On est dans du plus touchy. Voilà la solution par le dessus qui existe et qui, donc, testée en laboratoire, confère vraiment bien un REI 60 parce que cette plaque est posée suffisamment basse que pour même si le feu attaque la partie ici en bois, elle ne va pas le fragiliser suffisamment que pour permettre un affaiblissement de la structure en dans les 60 minutes. Un exemple en toiture et avec une gaine où vous avez ici du coup toute la nouvelle toiture qui est demandée. Donc ça, par rapport aux normes de base, petite parenthèse, dans les nouveaux bâtiments, il est demandé, en fonction de la hauteur du bâtiment, que la toiture soit protégée R30 ou R60. Et donc, elle peut être classiquement, sans être surdimensionnée, avec des chevrons et des pannes d'une bonne taille, et juste protégée par en dessous. Donc vous avez ici l'exemple qui ressemble très très fort à celui du plancher. Donc vous avez la partie protégée ici en dessous, l'isolation, le pare-pluie, le contre-lattage et les tuiles par-dessus. Une gaine qui traverserait une pièce ou un parking qui doit être particulièrement protégé du reste peut être emballée aussi avec ces fameux panneaux. Et voilà pour les petits exemples. Attention au percement. Parfois une volonté en rénovation de faire quelque chose de plus moderne et de dire tiens on va mettre des spots encastrés. Les spots encastrés, je prends souvent l'exemple de dire c'est comme si vous transformiez votre bâtiment et vous mettiez un super nouveau plafond. C'est un peu comme si vous achetiez une très très bonne veste ou un très très bon pull et que vous allez faire des gros trous dedans. Ça n'a évidemment pas beaucoup de sens et ça perd de son intérêt. L'idée étant de se dire que un petit trou de 10 mm, donc ça veut dire la taille d'un doigt en gros, est toléré pour le passage d'un câble électrique. Évidemment, on doit pouvoir alimenter les luminaires. Donc voilà, il y a une tolérance par rapport au percement de ces panneaux. C'est sûr que si on vient faire des trous avec des cloches pour pouvoir mettre des spots encastrés, ça ne marche pas. Donc si on a vraiment envie d'avoir un effet spot encastré dans le faux plafond, il faut créer un deuxième faux plafond par en dessous qui permet du coup, qui n'est pas forcément de critère, et donc lui qui peut être même ajouré avec quelques lattes en bois. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de plat et de lisse et d'uniforme parce que la partie coupe-feu est gérée juste au-dessus de tous ces spots. Donc vous venez créer une deuxième couche par en dessous. Par rapport aux portes, donc toutes les baies doivent être refermées par des portes qui généralement sont de la moitié de l'exigence de la cloison. Donc si vous avez une cloison qui est demandée EI 60 ou REI 60, la porte qui viendra se placer dans cette cloison sera généralement une EI 130. Dans certains cas, par exemple ici vous avez une chaufferie de plus de 70 kW en sous-sol, on va demander à ce que les parois de cette chaufferie soient l'ancien RF2E, donc maintenant EI ou REI 120. Et donc la porte, elle, fait la moitié, I1 60. Alors pourquoi cette différence entre les deux? Généralement, c'est parce qu'on considère qu'il n'y a pas de charge incendie devant et derrière cette porte. Parce que fatalement, on doit laisser le passage. Et donc il n'y a rien qui va tout contre la cloison permettre de l'abîmer. Donc voilà, il y a aussi du coup un bon moyen pour les pompiers de se dire tiens, si la porte derrière nous a lâché, ça veut dire qu'on est déjà là depuis plus de 30 minutes. Et donc, les parois vont bientôt tomber aussi. Il est temps qu'on clôture. Voilà pour les portes. Petit détail, ces portes, en gros, comment elles sont constituées? Elles ont, vous le voyez ici, hop, un cadre sur tout son pourtour. Et il est très très important que ces portes soient placées correctement. Je m'explique. En gros, plusieurs éléments auxquels il faut être particulièrement attentif. Le premier, c'est ici l'espace que vous avez entre la porte et son cadre. La porte, quand il y a une élévation de la température importante d'un côté et de l'autre, donc un incendie classique, elle va avoir tendance à se déformer, à gonfler dans son cadre. Elle ne se déforme que de X millimètres en hauteur et Y millimètres en largeur. On est de l'ordre de, on va dire quoi, 6 comme ça, entre 4 et 6 millimètres comme ça, parfois un peu plus, et entre 7 et une dizaine de millimètres dans ce sens-là. Généralement, on est plus proche de, on va dire, 4 et 6. Ça dépend un peu vraiment de la porte et de la fiche technique de la porte. Et donc, on doit bien s'assurer que
au placement, ici, l'espace soit pas trop important, et sous la porte aussi. C'est souvent là que le bas blesse, parce qu'en fait, on a un sol qui n'est pas tout à fait régulier d'un côté ou de l'autre, parce qu'on est dans de l'existant, parce que c'est dans une cage d'escalier, parce que le carreleur a mis le carrelage un tout petit peu trop haut ou légèrement en pente pour assurer un écoulement des eaux, et donc on se retrouve avec des portes qui frottent un peu. Une grosse et mauvaise tendance qu'ont certains menuisiers, c'est de se dire c'est pas grave, on va raboter un bout de la porte en dessous, mais si on fait ça, évidemment, on attaque le matériau foisonnant qui va permettre la dilatation de la porte et le fait qu'elle va gonfler dans son cadre. Vous avez compris aussi que si cette porte doit gonfler dans son cadre, il est primordial qu'elle soit fermée et bien fermée jusqu'au petit clac que vous entendez quand la porte se referme. Donc vraiment important que la porte aille jusqu'au bout et que la gâche, donc la petite partie métallique qui circule dans la porte quand on actionne la poignée, rentre vraiment dans le trou du cadre de porte pour pouvoir vraiment bien se refermer et être sûr qu'en gonflant, elle ne se rouvre pas toute seule. C'est généralement pour ça aussi que toutes les portes coupe-feu sont munies d'un ferme-porte automatique pour s'assurer en gros qu'elles passent leur vie fermée, que dès qu'on l'a lâchée, elles reviennent contre son cadre et donc son listel. Donc le listel, c'est vraiment la petite partie que vous voyez qui déborde du cadre, qui est ce sur quoi la porte va bloquer. J'ai pas de dessin ici, mais vous devinez bien du coup que la porte, en rentrant dans son cadre, va venir se buter contre ce listel qui doit être suffisamment épais, suffisamment large et d'un certain matériau aussi pour pouvoir bien tenir à la déformation de la porte. Un autre bon indice aussi par rapport aux portes, c'est de savoir qu'il y a 4 charnières. Donc vous avez ici 1, 2, 3 et 4 pommelles, avec 2 généralement plus rapprochées en partie supérieure. Donc voilà, on fait très très souvent des contrôles dans des bâtiments transformés, rénovés ou neufs, et les portes sont mal mises parce qu'on a fait ça un peu trop vite, parce qu'on n'a pas bien suivi la fiche technique ou parce que l'entrepreneur n'était pas assez scrupuleux. Il existe des gens qui sont spécifiés ou en tout cas formés à pouvoir placer des portes coupe-feu plus que d'autres. Après, tout menuisier peut mettre une porte coupe-feu. Certains qui ont suivi une formation à l'ISIB, ISIB. Vous voyez peut-être ici dans l'autre porte. J'essaie de revenir en arrière. Non, on ne le voit pas, mais parfois ici, vous avez un petit macaron qui est sur la tranche de la porte avec la notion ISIB. Ça veut dire que ça a été placé par un placeur agréé. Il est plus obligatoire de faire appel à des placeurs agréés depuis quelques années, mais il est encore toujours possible de faire appel à eux. C'est un bon gage de qualité pour nous quand on ouvre une porte et de voir qu'elle a été placée par quelqu'un qui s'est engagé, parce qu'en mettant ce petit autocollant, il engage sa responsabilité aussi de se dire, voilà, elle a été placée conformément et je m'y engage en apposant mon sticker dessus. Donc très attention, placement, au resserrage. Le resserrage, donc, du coup, c'est le pourtour, au jeu autour de la porte. Et alors, du coup, derrière ce cadre en bois que vous voyez aussi, pour assurer entre la porte et la maçonnerie une bonne fermeture, il y a une mousse qui est placée, une mousse rose qui doit vraiment être bien mise sur le pourtour et qui peut se mettre sur une épaisseur maximum de 2 cm, 2,4 cm, donc 1 pouce, la mesure pouce, quoi. Attention à ce qui se passe aussi avec ces portes. Par exemple, un événement, c'est pour ça que j'ai mis ici événement, une prise d'eau dans le bâtiment, une inondation, un débordement d'égout ou autre, va faire que la porte va peut-être se retrouver au sous-sol, baignée dans un fond d'eau qui arriverait jusqu'ici. Ben voilà, dans le bas de la porte, le matériau foisonnant a été abîmé par l'eau et elle n'est plus EI 130. Elle aura perdu son caractère. Alors il y a beaucoup de portes qui sont existantes et qui demandent à être maintenues parce que c'est des qualités patrimoniales. On est en train de regarder maintenant avec la commission rôle des monuments et sites comment pouvoir avancer sur ces conservations sans demander forcément le remplacement par des portes qui, il faut bien l'admettre, sont un peu moins jolies que des portes moulurées à l'ancienne. Mais voilà, on cherche quelque chose à faire pour l'instant. Ce qui est demandé, c'est d'avoir, si on maintient une belle porte d'apparat, c'est d'avoir un sas derrière avec une deuxième porte qui est une porte un peu comme celle-ci. Attention au passage de fluide, de trémie, de gaine. Les traversées de parois, on peut le faire via les portes comme on a vu, mais aussi via d'autres moyens. Donc par exemple, vous avez ici pour de la ventilation un clapet coupe-feu, ici de forme circulaire et ici de forme rectangulaire, où vous avez en gros cette espèce de disque là qui va pivoter dans un quart de tour et qui va se remettre à la verticale, même chose ici. Et vous avez un dispositif là qui permet de le réarmer. C'est conduits de ventilation et ces spécificités de ventilation sont généralement du coup couplées à de la détection incendie que vous avez dans le bâtiment de manière généralisée. Et donc dès qu'il y a
une prise dès que le détecteur détecte de la fumée quelque part, il lance l'alarme. Vous avez potentiellement une alerte sonore qui est donnée dans le bâtiment et tous ces clapets qui se referment tout de suite. Et ce, évidemment, pour éviter que le compartimentage puisse faire son effet et que l'incendie ne circule pas via toutes les gaines de ventilation d'un compartiment à l'autre, parce que ça va très très vite par là. Vous avez des grilles foisonnantes qui peuvent être mises dans des cloisons où on a besoin d'avoir une ventilation naturelle constante. Et en fait, ces petites lattes ici vont gonfler un peu comme la porte et vont obturer complètement la paroi. Il existe des manchons, comme vous voyez là et ici, qui peuvent être placés autour de conduits en PVC ou en plastique souple, en gros, qui vont fondre avec l'incendie. Et donc, ce plastique fondant, le collier ici de resserrage autour, complètement l'écraser de manière à empêcher l'incendie de traverser. Une version ici qui est adaptable, parce que c'est un manchon fixe, on va dire. Ici, c'est un que vous pouvez acheter au mètre, on va dire, et qu'on peut adapter de tuyau en tuyau. Peintures anti-messantes protectrices qui peuvent être placées donc du coup dans certaines conduites métalliques. Sur les câbles en début, on va assurer donc du coup, vous voyez ici le manchon, et alors dans les premiers centimètres autour du conduit, on va placer une peinture qui va retarder. Des mousses expansives, donc vous voyez ici des petits blocs qui peuvent être placés dans des trous comme ça qui ont été faits et qui peuvent remplir entre guillemets un peu comme des briques l'espace et qui vont elles être avec cette même technologie de pouvoir gonfler. Même chose avec un bouchon ici circulaire, quand on fait un carottage, on peut remplir ce bouchon et alors il a le côté pratique, ce bouchon, de pouvoir être traversé par un câble par après. Vous avez besoin de retirer une ligne électrique supplémentaire, et ben hop, on peut perforer ce bouchon avec un fil électrique sans trop de soucis. Quand ça doit être refermé avec du mortier, vous pouvez utiliser du plâtre ou alors des choses un peu plus spécifiques comme celui-ci. Et alors là, vous avez des traversées qui sont gérées avec un ou deux manchons de part et d'autre de la paroi. Voilà pour les traversées de paroi. On va lancer un deuxième petit sondage. Hop. Si le service incendie maintient l'aménagement d'une baie, hop, je vous partage, tout ça vous l'avez. Voilà. Je vous laisse lire. Exutoire de fumée en cage, la cage escalier. Qu'est-ce qu'on va vous demander? On ne le demande jamais en rénovation, cet exutoire. On le demande que à partir du deuxième étage ou à partir du quatrième étage ou plus. Voilà, voilà, vous êtes déjà 50% à avoir participé. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Et donc l'exutoire, c'est bel et bien, pour ceux qui ne savent pas, cette fenêtre qu'on peut retrouver au sommet d'une cage escalier qui peut s'ouvrir sur demande et permettre de faire évacuer la fumée et la chaleur. Voilà. Je termine dans 3, 2, 1. Hop. Je vous partage les résultats. Et vous êtes près de 70% à avoir évidemment bien répondu à cette question. Voilà. Oui, à partir du quatrième étage, on va revenir dessus un peu plus tard. Les fumées qui sont produites, et donc là on va commencer à parler justement de ce fameux exutoire que vous devinez ici sur la photo. Voilà, on voit ici en toiture. Le problème, c'est la toxicité. C'est essentiellement ça le problème. C'est tous ces nouveaux matériaux qui composent nos maisons, plastique, colle, mousse synthétique et autres qu'on retrouve dans les meubles et qu'on ne retrouvait pas il y a une cinquantaine d'années dans le mobilier, qui vont, donc par exemple certaines colles utilisées dans les meubles préfabriqués sont à base de cyanure. Et donc voilà, c'est ce genre de fumée-là qui vont être très problématiques pour l'évacuation. Et donc il est demandé dans le sommet des cages escaliers par nos services d'avoir une, dans la mesure du possible, de la maintenir quand elle est existante ou de l'aménager, un exutoire de fumée. Il est actionné ouverture et fermeture par nos services.
vous pouvez l'utiliser dans la vie du bâtiment, mais a priori, c'est vraiment pour nous parce que l'idée, c'est qu'elle passe sa vie fermée et qu'on puisse nous demander l'ouverture. On demande l'ouverture et la fermeture parce qu'on doit pouvoir faire largement ventiler la cage d'escalier et enlever les fumées et les chaleurs très importantes qu'on a vu qui étaient proches de 1000 degrés là, dans la cage d'escalier. Mais on doit pouvoir évidemment la refermer une fois qu'on estime que c'est suffisamment ventilé pour éviter le tirage parce que sinon on a un effet cheminée et on participe à l'incendie. Extinction, petit mot là-dessus. On vous demande généralement de placer des extincteurs. Classiquement, ils sont demandés un extincteur comme ça, de 6 litres d'eau et additifs qui font de la mousse pour 2 appartements. Dans une situation particulière ou l'autre, on le demande sur chaque palier, même s'il n'y a qu'un seul appartement. Et dans des plus grosses rénovations, on est de plus de l'ordre de 500 mètres carrés ou plus, on va demander un dévidoir incendie. Donc, vous les repérez par ici par les petits logos. Ça, c'est le fameux dévidoir, robinet d'incendie armé, qui a le gros avantage d'être sur l'alimentation d'eau de la ville, et donc il n'est pas limité à ces 6 litres que vous avez ici dans un extincteur. Pour avoir une idée, cet extincteur-là, si vous l'utilisez plein pot en restant appuyé sur la gâchette, vous en avez pour 10 à 15 secondes maximum, après c'est vide. Celui-ci, en dessous, le dévidoir, tant qu'il est ouvert et tant qu'il y a de l'eau dans les réseaux de la ville, ça sort de l'eau. Éclairage de sécurité qui est parfois demandé aussi. Donc on parle bien d'éclairage de sécurité et pas d'éclairage de secours. On a très souvent le petit pépin ou la petite confusion. L'éclairage de secours, c'est quelque chose qui se met en place quand il n'y a pas de courant. L'éclairage de sécurité, ça s'allume tout seul en cas de panne de courant. Donc par exemple, on doit avoir de l'éclairage de sécurité dans toutes les zones où on a besoin d'avoir du public qui circule. Maintenant, il se fait que les gens ont de plus en plus un téléphone en poche qui fait aussi lampe de poche. Maintenant, voilà, dans des transformations et rénovations d'écoles, de crèches ou d'autres locaux dans lesquels on n'a pas forcément son téléphone sur soi, c'est primordial d'avoir ce genre d'éclairage qui peut sauver la vie. Les fumées et la panique font qu'on se perd plus facilement au-dessus. Voilà, donc l'idée c'est qu'on le demande, nous, dans les cages d'escalier qui n'ont pas d'éclairage naturel, ou obligatoire au-dessus de 3 étages ou plus. Donc un rez-de-chaussée plus 3 étages, on va vous demander qu'il y ait de l'éclairage de sécurité dans la cage d'escalier, même s'il y a de l'éclairage naturel, parce que ça pourrait venir en fait en pleine nuit dans une situation où il n'y a plus de courant dans le quartier du tout. Voilà, on demande généralement ce qu'il y ait un lux minimum au sol partout, et 5 lux, c'est aux endroits où on a des modifications d'orientation. Donc quand on monte, quand on descend, quand on tourne à gauche, à droite, qu'il y a une petite marche, là il faut 5 lux au sol, donc le lux, mesure lumineuse. Ces blocs autonomes sont sur batterie de plus en plus maintenant, donc ça c'est ceux que vous voyez classiquement dans les bâtiments, de plus en plus ils sont intégrés aux luminaires dans les cages d'escalier, donc il y a des luminaires qui s'allument tout seuls en passant devant et qui ont aussi cette fonction avec une batterie à l'intérieur qui permet à tout le monde d'avoir ça du coup géré sur un seul réseau, sans avoir du coup besoin de retirer des câbles et de rajouter des choses par après. Il est parfois possible de changer juste le luminaire. La détection incendie, à Bruxelles, c'est obligatoire dans les logements loués, dans toutes les pièces traversées entre les chambres à coucher et la porte d'entrée de l'appartement. Dans un duplex, si vous me dites il n'y a qu'une seule chambre et donc il n'y a rien d'autre, il faut quand même un dans la chambre. Après, pour nous, il n'y en a jamais de trop, sauf dans des espaces, en gros, où vous vous retrouvez avec de la production de fumée naturelle. Cuisine, salle de bain, garage, des locaux où on trouve de la vapeur, de la fumée. Donc voilà, c'est obligatoire dans tous les logements loués à Bruxelles depuis 2004. Maintenant, c'est vivement conseillé à tous ceux qui sont propriétaires. C'est pas parce que on devient propriétaire qu'on est moins à risque par rapport à l'incendie. Donc voilà. S'ils doivent être testés de temps en temps, ici ils disent chaque mois, on les place dans pas mal d'espaces, surtout dans les lieux de circulation. Et donc l'idée c'est que un départ de fumée qui viendrait d'un séchoir dans le bas doit pouvoir permettre d'alerter jusqu'à ceux qui sont dans les chambres. Donc voilà, des petits conseils, placer les détecteurs de fumée chez vous, les tester de temps en temps, élaborer un plan d'évacuation avec tous ceux qui composent votre foyer. Et alors du coup, une fois que vous êtes tous en sécurité dehors, nous appeler en disant on n'a pas su maîtriser l'incendie, voilà, c'est à telle adresse. Quelques petits exemples, et puis après on arrive tout doucement sur la fin. Sur un bâtiment comme ça, qu'est-ce qu'on va vous demander? On est dans une division d'une maisonnée familiale assez classique, comme ce que vous voyez au départ. Pas d'annexe construite, on a 3 logements. On va vous demander donc 2 moyens d'évacuation par logement.
la cage d'escalier, la trémie en verre et une fenêtre. Une séparation entre les logements et les parties communes qui sont avec des parois REI ou EI60, parce qu'on est dans le cadre d'un bâtiment qui est devenu un bâtiment moyen. Non, pardon, là on est encore dans un bâtiment bas, excusez-moi. Donc c'est entre les logements et les parties communes. Donc entre le verre et tout le reste, on est dans du 60 minutes. Et entre les logements, entre les différents logements entre eux, parce qu'on est encore dans un bâtiment bas, on se contentera de EI30. Maintenant, si vous voulez mettre du 60, c'est pas un problème, c'est même mieux. C'est ce qui est demandé dans les nouveaux bâtiments. Compartimentage de la chaufferie commune et des locales poubelles en sous-sol par des parois REI 60, porte coupe-feu, 2 extincteurs répartis dans les escaliers pour 3 logements. Un contrôle des installations électriques qui est fait, qui a une durée de 25 ans pour tout ce qui est logement. Donc voilà, quand les transformations sont faites, on doit refaire passer un organisme agréé pour voir si tout est bien en ordre. Et il y a un exutoire au sommet de la cage d'escalier qui est à maintenir dans la mesure où il est déjà existant. Une petite situation un tout petit peu différente, où là, on construit 2 niveaux supplémentaires. Et on est avec du panneau photovoltaïque. Petite nuance dont je reviendrai. Donc on maintient toujours ces 2 niveaux d'évacuation, ces 2 moyens d'évacuation par logement, les séparations entre la cage d'escalier et le hall de 60 minutes. Et là, du coup, comme on est dans un bâtiment moyen, on va demander qu'entre les logements, on soit à du 60 minutes. Des extincteurs dans les cages d'escalier, contrôle des installations électriques, éclairage de sécurité dans les parties communes, parce que l'on se retrouve avec une cage d'escalier qui n'est pas éclairée naturellement dans un gabarit qui est déjà plus important, et un exutoire de fumée en partie supérieure à créer. Parfois, il faut traverser un duplex avec une gaine de 1 mètre carré pour arriver jusqu'en toiture. Et alors, du coup, ce qu'on va vous demander, parce qu'il y a des panneaux photovoltaïques, c'est un dispositif de coupure des panneaux photovoltaïques au plus proche des panneaux, idéalement l'onduleur est proche des panneaux. Donc l'onduleur, c'est celui qui transforme, pour ceux qui ne savent pas, le courant électrique continu qui est produit par les panneaux en courant alternatif qui va jusqu'au tableau électrique. Les onduleurs fournissant du courant alternatif, pour nous, c'est moins dangereux quand on est en alternatif que quand on est en courant continu. Ces panneaux photovoltaïques, tant qu'ils reçoivent de la lumière et de l'énergie, ben, fatalement, ils produisent du courant. Et donc, il faut bien s'assurer qu'on ait cette information sur le tableau électrique, savoir que même s'il est coupé, il y a encore potentiellement toujours de l'énergie qui circule dans les gaines techniques. Et alors, on est aussi, petit détail, là, je ne l'avais pas dit d'introduction, mais on est avec une structure bois. Attention, le bois en structure, donc on a maintenant de plus en plus des structures qui sont faites entièrement en bois. Le problème du bois, c'est qu'il a une bonne capacité à résister, mais qu'on a parfois un feu qui est dedans et qui est couvant, donc qui va se consumer au fur et à mesure dans la structure du bâtiment. Encore un petit exemple, et on arrive tout doucement sur la fin. On aménage ici, au rez-de-chaussée de ce bâtiment en bas, une crèche. Donc la partie mauve, vous voyez ici, avec toujours minimum 2 moyens d'évacuation par logement, et pour la crèche aussi. Séparation entre la crèche et les parties communes de 60 minutes. Donc là, parce qu'on est avec une autre affectation du logement, vous pourriez avoir un commerce, ce serait la même chose. Vous pourriez avoir un commerce Horeca ou enfin, voilà, n'importe quoi d'autre, un bureau. On vous demanderait du 60 minutes entre le bureau et le logement. Dans la crèche, ça dépend un peu de la législation sur laquelle elle tombe, mais on est généralement dans la nécessité d'avoir des compartimentages au sein même de la crèche, la chaufferie, certains locaux techniques, la cuisine, l'endroit où on nettoie le linge, la crèche, etc. Ça dépend un peu de la réglementation, de la taille de la crèche dans laquelle on situe, mais bon, là, ça, on rentre dans du technique pour les crèches. Je ne sais pas si ça vous intéresse particulièrement. Contrôle des installations électriques, l'éclairage de sécurité dans les chemins d'évacuation, détection d'incendie et bouton poussoir dans la crèche pour pouvoir assurer tout le monde, essentiellement ceux qui sont dans le dessous, de pouvoir évacuer. Et on va avoir là plus facilement un dévidoir, extincteur et leur petite particularité pour les crèches, une lisse basse, donc on a besoin d'avoir une rampe d'escalier à 60 cm pour les petits bouts. Et on forme le personnel à la sécurité incendie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça si vous devez repartir d'ici avec des petits mémos? On doit toujours disposer de 2 voies d'évacuation distinctes. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important pour l'évacuation. Donc,
s'il n'y a pas de cage d'escalier accessible en façade, et s'il n'y a pas de possibilité avec une façade, il faut alors du coup avoir accès à une deuxième cage d'escalier en façade arrière qui circule le long de la façade, moyennant parfois l'obtention d'un permis d'urbanisme. Mais voilà, il faut vraiment pouvoir maintenir, même pour des logements qui ne sont pas traversants, c'est nécessité d'avoir deux voies d'évacuation distinctes ou de pouvoir passer à travers un autre compartiment, mais là, on a du cas par cas. Compartimenter, c'est faire des boîtes de confinement de l'incendie pour éviter que ça se propage dans tout le bâtiment ou même dans les bâtiments voisins. Donc, on n'en a pas parlé, mais les murs mitoyens doivent aussi répondre, eux, à cette exigence de REI 60, et là, le R est important. Et enfin, qu'une bonne utilisation du bâtiment, c'est aussi important que sa performance. Vous pouvez avoir un bâtiment qui est fait avec des parois I60 comme il faut, des portes qui se referment comme il faut, tout est nickel, tout est parfait, tout a été réalisé comme il faut, mais un petit malin a mis une cale en dessous d'une porte coupe-feu. Et donc, si elle n'est pas fermée, elle ne sert à rien, malheureusement, parce qu'elle va gonfler dans le vide et l'incendie va traverser. Et donc, on a mis plein de moyens en œuvre pour rien du tout. C'est vraiment dommage quand on voit le prix d'une porte coupe-feu, de savoir qu'en fait, elle n'est pas utilisée. C'est très, très bête. Voilà. HomeGrid, là, qui nous accueille aujourd'hui, a fait une assez chouette brochure là-dessus que vous pouvez aller chercher sur ce lien ou sur leur site. Voilà, c'était Guillaume Delarella du service prévention des pompiers de Bruxelles. On est joignable par mail, par téléphone. Pour l'instant, coronavirus oblige, c'est plus possible de passer à la caserne en matinée. Mais sinon, vous avez même la possibilité de venir voir un officier, parfois pour des questions précises et techniques. Pas pour présenter un projet général, mais vraiment pour répondre à une petite question du lundi au vendredi. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci beaucoup, Monsieur de Valera, pour ce très bel exposé. Alors, nous allons passer aux questions. Alors, il est 14h02. On va quand même essayer d'accorder 10 à 15 minutes aux questions. Pour les personnes qui doivent partir, sachez que la vidéo et les slides seront disponibles sur notre site à la fin du cycle des conférences. Donc, et n'hésitez pas, avant de partir, bien sûr, à répondre à notre petite enquête de satisfaction. Ça vous prendra peut-être 1 minute, grand max. Alors, je vais partager le Word sur lequel j'ai copié les questions. Alors, un instant. Hop. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Moi, je le vois en tout cas, oui. Ah, ok, parfait. Donc, première question. Comment isoler contre le feu entre les étages? Projection de cellulose sur le plafond. Est-il possible de protéger par le haut via des vernis ignifuges sur le plancher, la planche, augmentation de la masse, etc. Voilà. C'est des situations, là, tout ce qui est décrit dans cette question 1, qui sont améliorantes, mais qui ne confèrent pas, ou en tout cas pas à ma connaissance, en tout cas dans les dernières infos que j'ai, de critères EI, comme il est souvent demandé. Et donc, c'est des choses qui sont améliorantes, et donc on peut protéger du bois. Alors, il faut faire attention parce qu'on fait souvent la confusion aussi entre ce qui est de la réaction au feu et ce qui est de la résistance au feu. La résistance, c'est la capacité, donc je vous l'expliquais ici, REI, à faire de la portance, à séparer deux ambiances et étanche et isolante thermiquement. Et on a aussi une autre qui est une réaction au feu. La réaction au feu, c'est, entre guillemets, l'inflammabilité d'un matériau. Et donc, par exemple, une feuille d'aluminium qui vient d'un rouleau aluminium a une très très bonne réaction au feu, mais une très mauvaise résistance au feu parce qu'elle s'écrase sous son poids propre. Elle transmet l'incendie par rayonnement très facilement. Et donc voilà, on se retrouve avec des matériaux qui sont, si vous voulez, testés juste sur leur face superficielle. Et donc avec des peintures ignifuges, avec des vernis qu'on va pouvoir mettre sur des planchers, etc., on va retarder l'effet qui transmet l'incendie facilement au plancher, parce que cette couche de vernis va former comme une croûte qui va permettre d'éviter de plus vite transmettre. Mais on n'est pas du tout encore dans des résistances qui permettent du 30 ou du 60 minutes là-dessus. Donc on va avoir un effet retardant de réaction au feu, mais on n'agit pas sur la résistance au feu. Okay. Et donc, on parle dans la question 2, ici, je veux un traitement du bois avec burn stop. Voilà. Okay. C'est des choses qui améliorent et qui changent, en fait, si vous voulez, comment dire, la capacité à réagir face aux flammes et à l'incendie, mais pas par rapport à sa réaction. Ok. Donc voilà, je crois que ça répond déjà à la question 2.
La question 2, là. Alors, la question 3. Est-ce qu'une vitrification d'un plancher pour une salle de bain est compatible avec un traitement RF du même plancher? Non, même chose, hein, là on reste toujours dans quelque chose qui est surfaciel et donc c'est vraiment difficile à moins d'aller mettre, une plaque vraiment en dessous ou alors maintenant je sais qu'ils travaillent, hein, sur certains matériaux, notamment la marque Sika, j'ai déjà vu des choses qui permettaient de conférer, mais après, il faut savoir que n'importe quel vernis ou quelle vitrification est apposée à un élément en bois. Ça dépend aussi sur quoi. Je veux dire, fatalement, vous mettez un vernis comme ça sur une planche de 12 millimètres en sapin, c'est pas du tout la même chose que si on la met sur 3 centimètres de chaîne. Mm. Et donc, ça va dépendre un peu aussi de ce qu'on a initialement. Mais donc, moi, à ma connaissance, il n'existe pas maintenant de produit qui confère un EI ou un REI 30 ou 60 à du bois comme ça. Ok. Alors, y a-t-il un site pour vérifier la résistance de certains matériaux? Donc, ils sont plus user-friendly que celui du CSTC. Alors, vous ne me voyez pas, mais je souris. Je sais que c'est pas facile. On n'a pas, on n'a pas cette liste. Généralement, c'est d'un fabricant à fabricant. Il faudrait que quelqu'un se lance là-dedans. Peut-être que c'est une prochaine, Mhm. une prochaine utilisation, enfin une belle prochaine mission pour HomeGrid, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on pourrait pas faire une liste de tout ce qui est qui reprend un peu les fiches techniques. Après, il faut savoir que ça évolue très très vite ce marché. Moi, j'essaye d'aller tous les ans à Batibo. Je me rends compte même que là-bas, ça change très très vite aussi, d'année en année. Quelque chose que vous avez vu qui répondait pas maintenant à passer et répond à un meilleur critère, que ce soit en termes de PEB ou incendie. Mais voilà, on est dans des choses qui évoluent vite. Les constructeurs cherchent et donc ces tableaux devraient être très très régulièrement mis à jour. C'est délicat aussi pour nous, des institutions publiques, on ne peut pas faire de pub. Voilà, je pourrais vous donner des noms de matériaux facilement qui disent tiens, voilà, celui-là il fait ça, celui-là il fait ça, mais on est dans du délicat parce que voilà, je n'ai pas le droit de faire la publicité pour l'un ou pour l'autre. Ok. Alors, question 5. Est-il possible de rendre les anciennes menuiseries EI 60 afin de conserver l'aspect patrimonial des cages d'escalier? Là, on est un peu toujours dans la même chose, hein. C'est trop Mhm. délicat que quand on est dans de l'existant, le problème c'est que on reste dans de l'existant et donc il y a des planchers de retour d'expérience, des plafonds. Mes collègues m'ont dit ça a presque tenu tout le temps de l'extinction, quoi. On est resté 20 minutes pour éteindre et le plafond a tenu. Et d'autres où en fait c'est le bâtiment voisin, donc dans la même rue, construit plus ou moins au même moment, mais ça s'est pas tenu, quoi. C'est tombé. Fissuration, mauvaise utilisation, charge importante. Ça dépend aussi de la nature de l'incendie. Vous avez évidemment pas la même chose d'un point de vue charge incendie. Je vais prendre deux exemples flagrants. Une bibliothèque avec un bibliothécaire qui aime rien jeter. Donc il y a beaucoup de livres. Et juste à côté, on a une galerie d'art dans laquelle il y a, pour une exposition, un artiste qui est venu proposer des éléments en métal et en béton. Voilà, fatalement, on a deux bâtiments similaires, mais pas du tout la même charge incendie l'un dans l'autre, quoi. Ok. Alors, les anciens plafonnages de 3 centimètres d'épaisseur sont-ils suffisamment EI pour être conservés? Alors, anciennement, je sais que dans notre service, on tolérait ou on était d'accord de se dire, tiens, si on a un bon plafonnage existant de X centimètres, on peut le conserver. C'est quelque chose qui, dans nos lignes de conduite, est en train d'évoluer et de dire, on va probablement demander à ce que ce soit remplacé, soit si c'est maintenu pour des raisons patrimoniales, aller vers de la compensation d'autres choses. Peut-être du sprinklage domestique, peut-être de la détection, peut-être, enfin voilà. Donc là, c'est délicat, mais en fait, on ne peut pas donner un critère EI à un plafond existant si malheureusement on ne l'a pas démonté et mis dans un four de tests. C'est une réponse un peu dure comme ça, mais donc voilà. Je sais qu'anciennement, on a parfois considéré de se dire tiens, des plafonnages existants avec du poil de vache là-dedans, quelque chose vraiment bien costaud, avec une bonne épaisseur, oui, ça pourrait s'approcher de 30 minutes. Mais voilà, ça c'est quelque chose de trop délicat pour que vous dire oui, vous pouvez partir du principe qu'un plafond existant, non, ça je ne pourrais pas faire. Ok. Alors, question 7. Quelle est la résistance au feu des poutres pannes en bois existants, en bon état et de taille classique? Le bois se consume pour une gîte, pour une poutre, quoi, une solive, donc ce qui est dans le plancher, de plus ou moins en fonction de l'essence et de son gabarit et de son état, de un demi à 1 millimètre par minute. Et donc, quand vous avez quelque chose de très costaud
parce que la structure a été un peu surdimensionnée à l'époque, ou parce qu'on a un gros truc avec de la structure en chaîne qui est de l'ordre de demi-millimètre minute, on pourrait très bien se dire avec un ingénieur, tiens, en fait, si cette poutre faisait X millimètres de moins sur tout son pourtour exposé à l'incendie, est-ce qu'elle tiendrait encore? Parfois, la réponse est oui, parce que ça a été tellement surdimensionné dans le passé qu'on peut se dire, en fait, pas de problème, celui-là, cette poutre-là ou cette gîte-là, même si elle perd la moitié de son épaisseur, elle va encore tenir à l'incendie pendant les 30 ou 60 minutes qui sont exigées. Et donc oui, ça peut être fait, mais ça doit être pris, entre guillemets, d'un point de vue responsabilité par un ingénieur qui doit dire, dans cette situation-là, moi, je considère qu'on est encore dans du stable. Ok. Alors, pour une toiture plate où tout est à refaire, y a-t-il des couches qui isolent contre le feu et qui font isolation thermique et étanchéité en même temps? Hmm. Euh, Il y a des isolants qui sont meilleurs que d'autres, en tout cas, ça c'est sûr. Et il y a des panneaux qui ont un bon critère d'isolation thermique et une bonne réaction au feu. Maintenant, je ne connais pas un panneau comme ça, tout fait, qui fait en même temps E, R, E et I en une seule fois. Oh, Ah oui, c'est quelque chose qui est tombé derrière moi. C'est pas grave. ok. Il y a un petit chat qui circule. Euh, donc voilà, il y a des couches qui reprennent pas mal de choses, mais on ne peut pas tout faire en une fois. Partez sur le principe qu'en termes d'isolation, la laine de roche, c'est la meilleure. C'est celle qui, avec une bonne densité, peut permettre du coup d'avoir vraiment un caractère I très très important. C'est un isolant à forte densité que nous on considère vraiment comme incombustible, quoi, qui a une très très bonne réaction au feu en plus. La laine de roche, la laine de verre un peu moins, mais la laine de roche c'est vraiment le meilleur. Ok. Alors, si on a placé une porte coupe-feu par des ouvriers lambda, de quelle manière pouvons-nous vérifier s'il a été placé correctement? Est-ce que l'on peut faire appel à l'ICIP bien avant? Alors, juste petit détail, quand tout le monde nous écoute, c'est ISIB avec un B de Ah, Bertrand derrière, SIB. ISIB. SIB. Et alors, du coup, la première chose que vous pouvez faire, vous, en tant que particulier, c'est de retrouver, si vous l'avez toujours, ou de chercher la fiche technique de cette porte qui précise comment est-ce qu'elle doit être placée. Qui dit avec X millimètres à tel endroit, X millimètres à tel endroit, la mousse doit être bourrée à tel et tel et tel. Voilà. C'est parfois un peu long et laborieux à vérifier. Je ne sais pas si maintenant l'ISIB fait encore ce genre de choses. Je crois qu'ils se concentrent, eux, sur la formation de placeurs plutôt que de venir contrôler des choses qui sont existantes. C'est une bonne question qu'il faudrait qu'on leur pose pour savoir si c'est possible. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'eux sont déjà occupés pas mal de temps à contrôler ce que les gens formés par l'ISIB ont mis en place. Donc, comme je vous disais, un placeur certifié va mettre son sticker sur une porte et il est sujet, si vous voulez, à un contrôle surprise de dire tiens, ben voilà, monsieur Bidule, on va venir contrôler toutes les portes, enfin, pas toutes les portes, mais vous avez déclaré que sur ce chantier-là, vous avez encore placé 5 portes, on va venir les contrôler pour voir si elles sont bien mises et pour savoir si on vous conserve votre agrément ou si en fait vous êtes juste venu suivre la formation et vous travaillez après derrière un peu n'importe comment. Donc ils font déjà des contrôles comme ça pour les gens. Je ne sais pas s'ils prennent le temps, ça m'étonnerait, je vous avoue, d'aller contrôler des portes qui ont été placées par quelqu'un d'autre parce que dès qu'il y a un tout petit détail qui ne va pas, il serait en raison de vous dire bah non, désolé, ça ne se peut pas parce que vous devez avoir il n'y a que 4 mm maximum, et là vous êtes à 4,5 mm, et donc c'est pas bon. Je ne peux pas vous garantir qu'elle est OK. Ok, alors nous allons peut-être encore accorder 5 minutes maximum aux questions. Mhm. Alors, est-ce qu'un fourrage avec la laine minérale est accepté pour les passages de câbles? Il y Donc, a ok. dans les normes de base, donc il y a un document que je peux vous envoyer le lien et vous pouvez transmettre. Hmm. Dans l'annexe 7, il y a toutes des solutions types à pouvoir mettre en place, dont des traversées de parois avec tel ou tel et tel matériau et du rembourrage en laine de roche. Comme ça, vous avez, c'est là pour la Ok, question 10, quelqu'un pourra aller regarder précisément tout ça ce va. qu'il Donc faut et vous... tout est précisé là-dessus. C'est pas très long à lire, c'est pas très lourd. En 3-4 Très pages, bien. vous avez fait le tour. Très bien. Alors, bonjour, je serais intéressée par le retour de vos échanges avec la Commission des monuments et sites pour la préservation des portes de caractère patrimonial. Y a-t-il moyen de recevoir les conclusions de vos échanges? Vous pourrez les avoir, à mon avis, auprès de nous ou de la commission rurale de l'université une fois que nous, on l'aura. On l'aura fait, mais là, c'est impossible de vous dire maintenant
On en est qu'au tout début, on les a rencontrés il n'y a pas très longtemps pour avancer là-dessus. Ok. Alors, est-on obligé d'avoir la fermeture automatique des portes pour celles d'entrée d'appartement? Les EI. portes coupe-feu sont censées être toutes à fermeture automatique. Il y a une tolérance qui est faite pour les portes d'entrée des appartements parce qu'on sait que c'est assez laborieux pour les gens. Et donc, dans les normes de base, c'est pas spécifié qu'il le faut spécifiquement. Maintenant, moi, je ne pourrais que vous le recommander. Et alors, un système que moi j'ai mis en place chez moi, c'est un amortisseur de porte. Donc, c'est quelque chose qui va faire que, un peu comme vous avez dans les portes des chambres d'hôpitaux, quand la porte est claquée ou qu'elle est envoyée vers la fermeture, elle va amortir la fin et vraiment bien se fermer et se claquer comme il faut. C'est surtout ça qui est important. En fait, on part du principe que les gens dans les immeubles et appartements ferment leurs portes derrière eux et donc n'ont pas besoin d'avoir cette fermeture automatique. Maintenant, je ne pourrais que vous la recommander, c'est jamais trop. Ok. Alors, je n'ai pas très bien compris la Alors, j'ai vu que quelqu'un question. me demandait quel était le petit 1 dans les EI 130. Là, j'ai une question. Est-ce Ah, que c'est la 11? Il y a un petit 1 et un petit 2 qui, pour correspondre aux exigences belges, le petit 1 chez nous est très très important parce que c'est celui qui est demandé. Et en gros, c'est des thermocouples qui sont placés sur la porte par rapport à sa vie dans le four et au niveau de l'évolution, on voit un peu comment ça se passe. Elle ne peut pas passer X degrés à tel endroit. Et donc voilà, le petit 1 est plus exigeant que le petit 2. Et donc quand vous placez une porte I2 30, vous ne répondez pas à la norme du coup. C'est hyper important de bien vérifier qu'on est ce petit 1 ou de demander à l'architecte ou à l'entrepreneur de préciser qu'il faut du petit I1 30. alors la question 13, j'imagine que c'est en rapport avec quelque chose que vous avez dit. Classique avec la 2 fois 15. Alors, une plaque de silicate calcium de chaque côté est égale à 2 fois 15 millimètres alors, du gyproc rouge de Et chaque alors, côté. Je ne ouais, comprends c'est pas ça. très bien. Donc le fameux gypse rouge, c'est la plaque de gyproc classique 110 mm. Et donc oui, une plaque de silicate de calcium, donc ce qu'ils en font chez Promat, la marque Promat, vaut 2 couches de gyproc rouge, si ça répond à la question. Ok. Alors là, Alors, c'était la 14, le petit 1. on va prendre peut-être encore deux Je voulais choisir. questions alors, la 15 et la 16. Alors, où placer les gaines de ventilation? Dans les portes-rêves, dans les murs, dans les châssis extérieurs, dans le plafond, vers la toiture. Donc vous êtes à l'intérieur d'un volume compartimenté, donc d'un appartement, vous passez par où vous voulez. Dès que vous devez traverser cette boîte de compartiments pour aller, par exemple, vers la toiture et vous devez traverser une gaine ou aller chez votre voisin, il faut idéalement se mettre dans une cloison. C'est préférable parce que là, vous avez du coup la possibilité, via des clapets coupe-feu, de vous remettre juste au droit du compartimentage. C'est plus pratique. Ok. Alors, dernière question, la 16. Alors, l'isolation des façades extérieures se fait majoritairement en polystyrène expansé, très toxique en fumée, mais abordable, facile à placer, épaisseur raisonnable pour placer en rénovation. Comment faire si la façade est isolée en polystyrène? Vous pouvez généralement la garder parce que s'il y a des exigences qui sont faites de bâtiment à bâtiment, et donc là, il y a une modification des normes de base qui va bientôt sortir, c'est prévu pour 2021, qui va préciser que dans un bâtiment bas, on peut avoir tel type d'isolant avec telle réaction au feu. Le problème pour nous du polystyrène, c'est la réaction au feu, donc c'est sa manière facile et rapide de communiquer l'incendie dans une façade. Donc c'est ce qu'on a vu un peu à la tour Grenfell là, en Angleterre il n'y a pas longtemps. Euh, et voilà, on va demander de plus en plus d'isolation avec un bon critère de réaction au feu. Au plus euh, le bâtiment est élevé. Dans un bâtiment moyen, on va être plus exigeant dans un bâtiment bas et dans un bâtiment élevé, on va demander à ce que l'isolant soit carrément incombustible, style laine de roche compressée. Parfait, nous allons conclure là. Alors, pour vos questions, vous avez, j'espère, noté allez, les informations, le contact en tout cas du service prévention. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines conférences. Hein. Donc, il y a toujours la place. Donc, demain, nous accueillerons Monsieur Hugues Frère, hein, donc, qui est directeur de Infobois. Donc, il nous parlera de menuiserie extérieure.
Voilà, monsieur de Valeriola, excusez-moi. Merci pour cet exposé, hein. Avec grand plaisir. J'espère que ça a été clair et compréhensible pour tout un chacun. Voilà. Ça a été très, très clair. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction, hein. Merci beaucoup, monsieur, hein. À très Avec bientôt. plaisir. Au revoir. Au revoir.